Salut tout le monde, aujourd'hui c'est l'épisode de la FAQ, je réponds donc à vos questions. Je vais commencer par deux questions un petit peu débiles, mais posées par des collègues. Combien possèdes-tu de casquettes ? Je pense que depuis que j'en porte, je dois en avoir acheté une bonne vingtaine. Mais actuellement, il m'en reste plus ou moins 5 que j'ai réussi à retrouver. Celle que je porte ces temps-ci, une ancienne que j'ai longtemps portée, celle qui m'a accompagné depuis que je l'ai achetée au Japon en 2015, celle-là elle est un peu plus pour l'hiver, et une dernière que j'ai quasiment jamais portée. Quel shampoing utilises-tu ? Ah, t'es un petit rigolo toi, hein ? Bah, j'utilise que du savon d'Alep pour me laver. On passe maintenant aux questions sur le Japon et mes voyages. Vas-tu souvent au Japon ? Pour l'instant, j'ai voyagé 4 fois au Japon. La première en 2010, puis en 2015, en 2016 et en 2018. Quand est-ce que tu reviens au Japon ? Vu que je vous ai dit que depuis 2015, j'y vais à peu près tous les 1 an et demi et que mon dernier voyage date de mai 2018, vous pouvez à peu près imaginer quand je reviens. Et c'est dans pas si longtemps. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Est-ce que, comme moi, quand tu es au Japon, tu prends 12 repas par jour au lieu de 3 ? Alors, lorsque je vais dans un matsuri, ben ça arrive, forcément. Par contre, de façon normale, je prends un bon petit-déj, un bon dîner, et en milieu de journée, je vais dans un Family Mart, je me prends 2 onigiri et un Famichiki, spécial dédicace à Jeremy Meet Japan. Vas-tu faire des vlogs dans d'autres pays ? Eh ben mon cher Flo, je pense que t'as pas bien regardé ma chaîne parce que j'ai quand même fait un vlog de Barcelone et un vlog de Hambourg. Donc j'ai déjà fait d'autres pays. Maintenant ma chaîne s'appelle Nihon Bazar, donc forcément cette chaîne-là va être principalement dédiée au Japon. Quels sont tes bons plans logement et transport pour tes séjours ? De mon côté, j'ai pas vraiment de bons plans. J'utilise principalement Booking.com et Airbnb. Ce que j'aime bien chez Booking, c'est qu'on peut annuler la plupart du temps jusqu'au dernier moment. Donc en fait, ça permet de continuer de rechercher des hôtels, par exemple trouver quelque chose de moins cher ou plus proche des transports en commun. Bref, le truc c'est de chercher. Et d'un autre côté, j'ai surtout tendance à faire une moyenne de mes nuits. C'est-à-dire que des fois, je peux prendre des très bons hôtels qui vont me coûter, je sais pas moi, 70 ou 100 euros la nuit. Mais d'un autre côté, dans d'autres villes, ça va me coûter 20 euros ou 30 euros la nuit. Par exemple, lors de mon dernier voyage, j'étais dans une moyenne entre 40 et 45 euros par nuit. Et les voyages que je faisais avec mon frère, j'étais plus dans une moyenne de 30 euros par nuit par personne. Donc, voyager seul, ça coûte un peu plus cher. D'autant plus que je suis pas un grand fan des dortoirs, autant pour mon calme que pour celui des autres. Donc, la moyenne de 45 euros, c'était à chaque fois pour des chambres privées. Et du côté transport, personnellement, je suis un grand utilisateur du train ou de l'avion pour les grands trajets. La plupart du temps, j'avais le JR Pass 2 semaines ou 3 semaines parce que je voyageais beaucoup. Maintenant, il existe aussi les bus de nuit qui coûtent largement moins cher. Personnellement, je vais sur Hyperdia, je fais les grandes lignes que je vais faire pendant mon voyage. Si c'est plus intéressant avec le JR Pass, je prends le JR Pass. D'où est venue ta passion pour le Japon ? Pourquoi la culture japonaise ? Y a-t-il d'autres cultures qui te passionnent autant ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au Japon ? J'ai vraiment du mal à définir pourquoi le Japon me passionne. Déjà, il faut mettre au clair que je suis pas un grand passionné de Japon depuis l'enfance, des mangas, des animes, tout ça. C'est vraiment arrivé sur le tard. À vrai dire, mon premier kiff, c'est plutôt l'animation, mais l'animation de façon générale. Ensuite, ce qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux et m'intéresser de plus en plus, c'est lorsque j'ai fait mon premier voyage en 2010. J'ai fait ce voyage pas parce que j'étais fan du Japon, mais parce que j'avais l'occasion de faire un gros voyage avec mon frère et on a choisi plus ou moins, on s'est dit bon, on va faire quoi ? On va aux États-Unis, on va au Japon. On a décidé d'aller au Japon, mais en se disant juste, voilà, c'est un gros voyage qu'on fait dans un pays très loin, ça va être cool, et voilà, sans plus. Il y a eu ce premier voyage en 2010, et j'ai pu y retourner ensuite de nouveau en 2015, où j'ai commencé à avoir des moyens, et j'y suis allé avec un ami. Et à vrai dire, c'est plus ou moins après ce deuxième voyage que j'ai commencé à m'intéresser vraiment de plus près au manga, à la culture pop et tout ça. Et ce qui m'attire, en fait, c'est le côté un peu... comment dire, c'est cette espèce d'occidentalisation d'un pays d'Asie et surtout en fait de voir qu'il y a plein de choses au Japon qu'on voit chez nous, qui sont originaires de chez nous, qui sont originaires de l'Occident et qui sont multipliées par 50 là-bas. Et finalement en fait ça répond un peu au but de ma chaîne, c'est-à-dire que c'est quand un truc m'intéresse, je me dis ah putain, ça, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, quelles sont les origines, je fais des recherches et j'en fais une vidéo. Et sinon, si d'autres cultures m'intéressent,
Bah, pas vraiment en fait. Je m'intéresse en fait aux choses qui gravitent autour du Japon actuellement, mais au niveau purement culturel, je suis toujours intéressé d'apprendre de nouvelles choses, comme quand je fais des petits voyages en Europe ou des choses comme ça, connaître la ville, connaître les spécialités culinaires et des choses comme ça, mais sans aller forcément chercher beaucoup plus loin, à part si je me pose véritablement une question. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup forcément d'en faire une vidéo? J'ai décidé de faire le Japon. C'est vraiment un choix où je me suis dit, je vais aller dans un truc et je vais vraiment explorer plein de pistes. As-tu déjà eu une mauvaise expérience avec des Japonais? Si oui, comment as-tu géré la situation? Alors, de mauvaises expériences, pas vraiment. Je pense qu'en tant que pur touriste, on a rarement des mauvaises expériences, à part si on se retrouve impliqué dans des trucs bizarres ou on va dans des bars ou dans des bars à hôtesse ou enfin voilà, dans des endroits qui sont pas forcément adaptés aux touristes et qui sont pas forcément adaptés aux étrangers, surtout si on parle pas japonais. Maintenant, personnellement, j'ai jamais vraiment vécu de choses horribles. À part à Kabukicho où tu peux te faire alpaguer par des gros noirs, mais tu vas à Pigalle à Paris, c'est exactement la même chose. Alors par contre, j'ai une rencontre bizarre que j'ai faite lors de mon dernier voyage. C'est en revenant du parc de Yoshinogari. J'ai rencontré une vieille à vélo qui m'a un peu alpagué et je bitais que dalle à ce qu'elle disait. Je pense qu'elle devait parler un dialecte de Saga. Parce que même avec une petite compréhension du japonais que j'ai, je bitais, mais vraiment rien du tout. Et ça s'est fini par la vieille qui me demande comment on dit en français et en anglais « oishi ». Alors, j'ai pas compris, mais elle est repartie, elle était contente quand je lui ai dit « oui, c'est délicieux ». Elle fait « ah, délicieux, délicieux, ah ». Et voilà, et je suis allé reprendre mon train. C'était juste bizarre. As-tu eu une déception particulière la première fois que tu as visité le Japon? Alors non, la première visite, ça a été voir que des nouvelles choses. En fait, comme je dis, vu que j'étais pas un grand fan de Japon ou quoi, j'y suis allé en fait avec un esprit de me dire je suis là pour découvrir. Donc en fait, à aucun moment je me suis dit je veux voir ça ou je veux voir ça. C'était plutôt ouais bon, on connaît vaguement Akihabara, on va voir le palais impérial, on va aller à Kyoto, on va aller à Osaka. Quand on va voyager à un endroit avec l'esprit neuf et on n'a pas forcément d'attente, je pense que c'est le meilleur état d'esprit parce qu'en fait on se dit ben on va juste découvrir des choses. Ta ville préférée au Japon? Alors niveau ville, je suis un grand fan de Osaka. En tant que grande ville, voilà, on a plus une ambiance un peu quartier, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus chaleureux. Maintenant, en fait, dans les vraiment jolies villes que j'ai visitées, lors de mon dernier voyage, il y a une vidéo qui arrivera dessus, mais c'est Yonohira Onsen. Et c'est vraiment un petit village de onsen, touristique, mais pas avec de gros hôtels et tout. Il y a des rizières au bout, enfin, c'est vraiment superbe. Et la nuit, en fait, il y a des lampions qui sont tout le long de la rue principale. Et c'est vraiment super joli, quoi. La nuit, c'est vraiment une des petites destinations que je conseille parce que c'est relativement accessible et c'est vraiment très joli. C'est un bel endroit pour pouvoir faire une petite balade et tout. Moi, je suis monté dans les rizières et tout, c'était vraiment top. Quel aspect de la culture japonaise tu apprécies le plus et quel aspect aimes-tu le moins? Bah, ce que j'aime beaucoup au Japon, c'est qu'en tant que touriste, la plupart du temps, quand on demande quelque chose à quelqu'un, les gens se mettent en quatre pour toi, ils cherchent vraiment à t'aider, et vraiment ça c'est ce que j'apprécie, et je pense c'est quelque chose en fait qu'on a principalement en tant que touriste. Et même quand on parle pas japonais, avec le peu d'anglais, ça marche relativement bien. Maintenant, ce que j'aime le moins, bah c'est un peu le côté tatemae, c'est que moi qui vais difficilement vers les gens, bah je sais que je peux pas m'attendre à ce que vraiment des japonais viennent vers moi. Sachant qu'en plus, je suis un mec de 130 kg qui fait 1m86, donc autant dire que les gens vont pas venir vers moi en toute amitié parce que je fais peur. Pourtant, je suis super gentil. Le Japon, c'est un pays que j'adore, mais en tant que touriste. J'aurais aucun problème à vivre là-bas si je bossais dans une société française, par exemple, avec un feeling français, enfin voilà, un feeling occidental. Parce que le monde du travail au Japon... Donc quand je vois les gens qui travaillent vraiment et qui vivent là-bas et qui bossent pour des boîtes japonaises, mais je pourrais pas m'y faire, c'est pas possible quoi. Moi je suis quelqu'un en général d'assez efficace quand j'ai quelque chose à faire, mais alors faire rester pour faire du vent, ça m'intéresse pas du tout. Quelle est ta légende japonaise favorite? Alors de légende japonaise, j'en ai pas vraiment de favorite. Ce qui m'intéresse le plus, c'est depuis que j'ai découvert Shigeru Mizuki, c'est les yokai. Je trouve ça super intéressant.
j'ai le dictionnaire des yokai qu'il a fait, c'est des petites histoires, c'est super intéressant, et en fait on voit vraiment le folklore japonais, qui sont vraiment ancrés dans le Japon aujourd'hui, qui sont pas des histoires japonaises à la base. Ça rentre vraiment en fait dans cet état d'esprit en fait du Japon que j'aime bien. C'est une culture qui a pris un peu partout pour créer une culture en fait qui est super englobante et qui finalement en fait tire son épingle du jeu, parce que tout ce qu'ils ont pris, qu'ils ont développé, qu'ils ont amélioré ou des choses comme ça, ou qu'ils ont rendu simplement plus fou, bah c'est devenu, ça revient ensuite chez les autres comme truc purement japonais. C'est vraiment ça que je kiffe au Japon. On passe maintenant sur les questions concernant la vidéo et ma chaîne. Est-ce que tu travailles et est-ce que ça a un lien avec ta passion pour le Japon? Alors oui, je travaille, mais non, ça n'a pas de lien avec le Japon, ça a plutôt un lien avec la vidéo. Car je travaille tout simplement en tant que technicien de maintenance vidéo pour une grande chaîne européenne. Clin d'œil, clin d'œil. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Quelles sont tes ambitions pour le futur? Comment t'est venue l'idée de ta chaîne? Alors en vrai, j'ai ouvert ma chaîne en 2016, si je dis pas de bêtises, mais depuis 2014, j'avais envie de mettre à profit en fait ce que je connaissais en vidéo, je cherchais un sujet, et c'est tout simplement tombé sur le Japon. Maintenant, mes ambitions dans le fait de faire de la vidéo sur le Japon et de la vidéo en général, et même de créer des épisodes, c'est plutôt d'améliorer en fait mes skills en écriture, d'améliorer mes connaissances en vidéo, en montage, en mixage son. En fait, c'est vraiment, le but, c'est presque de l'auto-formation, de me dire, j'ai envie de faire des jolies choses, et petit à petit, en fait, même si mon domaine c'est la vidéo, ben mon domaine c'est la technique vidéo, c'est pas forcément filmer, pas faire le son. Donc en fait, tout ça, je commence petit à petit à l'apprendre, à savoir écrire un épisode, à savoir faire des recherches pour un épisode. Bref, c'est un peu un tout en un qui me sert à améliorer mes compétences. Est-ce que YouTube est le support le plus adapté pour ton travail? Alors c'est une question compliquée. Je pense que moi, en fait, le problème que j'ai avec YouTube, c'est que je parle à un public qui a pas le clic facile. Quand en face de toi, tu as un public de 25 à 30 ans principalement, c'est des gens qui réfléchissent finalement, j'en fais partie, qui réfléchissent beaucoup plus en fait ce qu'ils partagent par rapport à une audience jeune. YouTube, c'est fait pour une audience jeune. Donc, ceux qui partagent, ceux qui font véritablement évoluer les chaînes, c'est les jeunes. Et quand on répond à leurs demandes, ben ils partagent. Par contre, moi, ben ça les vise pas du tout. Alors ensuite, mon travail, est-ce que je pourrais le mettre autre part? Oui, sûrement. Maintenant, YouTube est ce qu'il est, je veux dire, j'ai doucement gagné des abonnés, et le fait que mes épisodes soient super larges sur les sujets, bah, sur YouTube, j'ai juste du mal, parce que bah, les gens voilà, disent « Ah non, mais je m'intéresse que à ça », mais pas à ça. Je pense pas avoir de thème en fait assez précis pour que ça marche d'une façon ou d'une autre. Je sais pas. Comment tu te renseignes avant de faire une vidéo? Je pense à celle des Matsuri où tu as parlé de jeux japonais où je ne connaissais pas du tout les noms. Internet. Il n'y a pas vraiment de secret en fait. Quand je fais des recherches pour des vidéos, bah ça passe entre deux choses. Je fais souvent, je tombe en premier lieu sur des Wikipédia et des choses comme ça quand je cherche un sujet. Et par exemple après je vais faire des recherches avec des mots japonais sur Google. J'essaye de trouver les thématiques, par exemple les jeux japonais. Je suis tombé sur le site japonais d'une ville qui avait fait une liste de tous les stands de leur Matsuri. Vu qu'il y a une petite photo, bah ça me permet en fait de savoir, de faire « Ah ok, je cherchais ce jeu, et là je connais le nom. » Et petit à petit en fait je remonte comme ça la piste, petit à petit pour trouver comment s'appellent les choses que j'ai vues. Des fois ça m'arrive aussi par exemple de demander à une amie japonaise ou quoi, je lui envoie une photo, je lui dis c'est quoi ce truc? Par exemple quand j'avais vu ça au Japon, j'ai simplement envoyé la photo et une amie m'a dit ah ben c'est des tamasudare, c'est des représentations qu'on voit régulièrement et de cette façon en fait je connais les noms et là je peux faire des recherches et souvent on trouve des ressources qui en parlent. Peux-tu nous dire avec quoi tu filmes et quels sont tes moyens de production? Alors, ma caméra principale, c'est une Sony AX53 qui est un caméscope, ma foi, plutôt sympa avec une super stabilisation. J'utilise un micro Rode VideoMic Pro et voilà, c'est à peu près tout. Personnellement, j'en suis super content parce que ça fait vraiment bien le taf. Ensuite, côté pied, j'utilise un Inorel que j'ai acheté sur AliExpress, donc c'est un pied carbone. Super léger, super compact quand il est rangé, mais qui permet quand même d'avoir une bonne hauteur. La seule chose que je regrette en fait, c'est que c'est un pied photo, donc il n'y a pas de tête fluide. Mais si on veut un pied avec une tête fluide, c'est tout de suite 4 ou 5 kg de plus. Là, celui-là, je crois qu'il est à 2 kg, même pas, je crois 1,7 kg. Donc franchement, en voyage, c'est super.
Et enfin, l'appareil photo que j'utilise, c'est un petit compact Sony RX100 Mark III. J'ai pas mal de temps eu un Canon 500D, donc qui a un capteur plus grand. Celui-là, c'est 1 pouce. Mais franchement, ça fait le taf, ça permet d'avoir un bon appareil à la ceinture, pouvoir enregistrer en RAW. Moi, j'en suis super content. Ça fait forcément pas des aussi bonnes images que des bons réflexes ou un bon bridge. Pour faire de la photo de vacances de bonne qualité, c'est franchement top. Côté logiciel, pour mon montage, depuis quelques temps, j'utilise Final Cut Pro. J'ai longtemps utilisé Premiere Pro. Et j'ai changé juste pour essayer quelque chose d'autre et améliorer en fait mes compétences sur des logiciels différents. À côté de ça, mon intro et mon outro, je les ai faites sous After Effects. Et pour le mixage son, j'utilise Ableton Live, qui est aussi le logiciel que j'utilise pour faire mes musiques. Et maintenant, il est temps de passer aux questions pop culture. Quel est ton manga préféré? Quel est ton anime préféré, série et long métrage? Quel est ton groupe de musique japonais préféré? Alors, actuellement, mon manga préféré, c'est Golden Kamuy, suivi de près par Bright Stories. Ma série animée favorite, c'est Kill la Kill, et mon film d'animation préféré, c'est Paprika. Et enfin, mon artiste musical favorite, c'est simplement Shiina Ringo. Quel manga tu recommanderais à ceux qui n'en ont jamais lu? Alors c'est une question ultra compliquée parce que simplement, tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. J'ai déjà recommandé des mangas à des collègues qui n'en ont jamais lu et qui sont pas du tout là-dedans. Par exemple, j'ai recommandé à un collègue Ma vie dans les bois parce que je sais qu'il aime bien les choses qui sont proches de la nature, de la bidouille et tout ça. Donc il l'a lu, il l'a bien apprécié. Maintenant, est-ce qu'il continuera à lire des mangas? Je pense pas. Mais c'est vraiment ça le truc, c'est de savoir en fait la personne en face de soi, qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'on pourrait lui recommander par rapport à ce qu'on connaît. Par exemple, quelqu'un qui aime bien les huis clos et les thrillers, ben je lui conseillerais bien ça, The Perfect Insider. C'est vraiment sympa, il y a une série animée qui a été faite, c'est en un tome. Si vous aimez les huis clos, c'est vachement bien. Mais pour moi, en fait, c'est quasiment impossible de dire « Tiens, lis ça à quelqu'un que je ne connais absolument pas. » Si je parle à un mec de 15 ans, je sais que je peux lui dire « Ben, lis Dragon Ball, lis Naruto, lis My Hero Academia. » Je pense que c'est quelque chose qui est destiné à ce public, donc ça lui plaira. Maintenant, conseiller quelque chose à quelqu'un qui a 25-30 ans, bah ça sera plus compliqué si on le connaît pas. Avant-dernière section de cette vidéo, on va parler musique. J'ai cru comprendre que tu faisais de la musique aussi, tu nous en dis un peu plus? J'ai vu que tu faisais des beats, tu aurais des conseils pour commencer, logiciel, tuto, etc. Ça t'a mis longtemps pour arriver à un résultat? Alors s'il y a une passion vraiment plus vieille que le Japon, c'est bien la musique, parce que c'est depuis que j'ai 14-15 ans que j'en fais. Et ça fait depuis 14-15 ans que j'ai aucune connaissance musicale. À vrai dire, dans ma vie, j'ai seulement fait de la percussion. J'ai dû faire 6 mois de cours de batterie. J'ai dû faire 1 an ou 2, grand maximum, de piano quand j'avais 7 ans. Mais j'ai assez d'oreilles, en fait, pour me démerder. Quand j'ai commencé vraiment la musique, bah, à 14-15 ans, je m'amusais avec les logiciels EJ. Donc, hip-hop EJ, dance EJ. Et j'étais juste tout fou quand j'arrivais à faire un truc de 3-4 minutes qui tenait la route. Petit à petit, j'ai commencé à faire mes propres musiques et je suis passé sur le logiciel Reason. Alors le bon côté de ce logiciel, c'est qu'il était un peu tout intégré. On ne pouvait pas utiliser de plugins, de choses externes. Il y avait vraiment tous les synthés, les boîtes à rythme, tout était intégré dedans. Et donc c'est avec ça que j'ai composé pendant 4-5 ans, voire même un peu plus. Puis ensuite, je suis passé à Ableton Live, je pense à la version 6. J'ai fait de la musique pendant plus ou moins 6 ans. À vraiment juste développer le truc. Après mon bac, j'ai eu une année où j'étais à la fac, où j'ai passé quasiment 1 an en fait à faire que de la musique. Et à la fin en fait de ces 1 an, j'ai commencé vraiment à avoir un petit niveau. Et c'est l'année d'après, quand j'étais en BTS, que j'ai pu sortir en fait mes premiers vinyles sur le label Astrophonic, donc qui est un label plutôt free party, hardcore, machin. Mais moi, mon style, c'était la drum and bass, principalement. Et vous pouvez toujours écouter mes musiques sur SoundCloud. J'ai pas vraiment de tuto et tout ça, parce que tout ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait petit à petit, et je l'ai appris petit à petit. C'est vraiment, comme je dis, c'est quasiment 6-7 ans d'évolution de trucs qui ressemblent à rien. C'est-à-dire que j'ai encore des très vieux projets à moi. Bah voilà, c'est pas écoutable. Et pourtant, à l'époque, j'étais « Ouh, j'ai réussi à faire un truc !» Maintenant, je l'écoute, je fais...
Non, t'étais pas arrivé à faire un truc, non. Mais sinon, Vincent, si tu veux me contacter sur Twitter, Facebook ou comme tu veux, franchement, hésite pas. Ça sera beaucoup plus simple de discuter, de te donner des tips ou de te donner des tutos ou des choses que tu rechercherais, plutôt que cette vidéo, parce que sinon, ça sera beaucoup trop compliqué et je vais jamais arriver à être clair dans mes idées. Et enfin, on en arrive au projet pour cette année. Quels sont tes projets pour 2019? Qu'est-ce que l'on pourra découvrir sur ta chaîne dans un futur proche? Pour 2019, j'ai pas vraiment de projet particulier, à part d'être un peu plus régulier dans mes vidéos. Parce qu'en 2018, j'en ai pas beaucoup sorti. Ça doit se limiter entre 10 et 15 vrais épisodes. Donc là, je vais essayer de sortir au moins toutes les semaines, voire 2 semaines grand maximum. J'ai envie de rester assez éclectique. Ces temps-ci, en fait, je fais une semaine un épisode de voyage, une semaine un épisode Neon Bazar. Et donc, de cette façon, en fait, je passe voyage, épisode sur un sujet, voyage, épisode sur un sujet, etc. Dans un avenir proche, je vais surtout parler de voyage. En sujet, j'ai déjà le kendama. J'ai envie de faire une vidéo retraçant l'œuvre complète de Masaaki Yuasa. J'ai aussi pour projet de faire une vidéo sur Maquia, qui est le premier film de Mari Okada. Et à côté de ça, je ne sais pas trop, je verrai. Parce que ma façon de travailler, elle est assez chaotique. C'est-à-dire que mes sujets, ils sont pas décidés longtemps à l'avance. En général, j'écris mon épisode, je tourne mon épisode, je monte mon épisode. Donc, finalement, les sujets sont choisis en général quand je regarde mes vidéos. Par exemple, si j'ai fait la vidéo sur les Matsuri, c'est parce que j'ai fait la vidéo de voyage sur Daito, que je me suis dit, ah tiens, je pourrais parler de ça. Par exemple, je vais aussi faire un épisode sur les stands de nourriture, histoire de vous dire ce qu'on peut trouver en Matsuri, d'un peu spécial ou de pas commune, quoi. Bref, je pense que cet épisode aura été une tannée à monter, mais bon, vous avez le résultat final. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, déjà, pas tannée!